Base militaire de Pau, 8h30 du matin. Sur le tarmac, des parachutistes se préparent pour un saut d'entraînement. Dans les colonnes, sous un casque lourd, les traits d'une femme. L'adjudant Assia embarque dans un avion CASA. L'appareil est spécialisé pour le largage de parachutistes. L'altimètre est réglé sur 300 mètres. Le saut en parachute à faible altitude, c'est un exercice risqué. Alors, silence de cathédrale dans la carlingue. Décrochez ceinture, debout. Ceinture dans les dossiers, accrochez. Pas de stress pour Assia. La jeune femme a 50 sauts à son actif. Ça va, oui. Les parachutes s'ouvrent automatiquement. Assia exécute un saut d'école, main sur le casque face à l'avion. Dans le ciel, une véritable grappe humaine. Un militaire percute un autre parachute. La voile risque de se dégonfler et entraîner une chute trop rapide. Il faut maintenant atterrir sans se faire de fracture. Dans le langage des paras, on appelle ça percuter la planète. Putain, ça tape. Assia, elle, remballe déjà son parachute et son équipement de combat. 3 minutes de descente, l'adjudant n'a pas eu le temps de profiter du paysage. On prend une grosse claque. Ouais. Après, il y a un gros calme sous voile. Ouais. On est seul. Donc là, un petit temps de repos avant l'atterrissage. Comme si on sautait de 4-5 mètres. Il faut être le plus souple possible pour absorber le choc. Et on fait un roulé-boulé. Vous n'avez jamais été blessé, vous? Non, pour l'instant, non. J'aurais aimé toucher du bois, là, mais il n'y en a pas. 40 kilos sur le dos, Assia rallie son unité en petite foulée. Pour les militaires de carrière, c'est une petite révolution. Je suis étonné. Vraiment. Par le fait que des femmes fassent ça. Ouais. Qu'elles aient la volonté et la capacité de pouvoir le faire. Parce que malgré tout, ça reste extrêmement physique. Ouais. C'est remarquable. Juste remarquable. Vraiment, je le pense. L'hommage de ce colonel, c'est aussi le témoignage que ces femmes restent des exceptions. Plus de 10% des effectifs de l'armée et de la police sont des femmes. Mais une poignée seulement sont sur le terrain. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi 4 femmes d'action. Des pionnières. Loin des bureaux et des tâches subalternes, ces guerrières ont fait un pari. Intégrer les unités de combat et les corps d'élite. Leur rêve, ce n'était pas d'être infirmière ou vétérinaire, mais de faire la guerre aux commandes d'un hélicoptère, de défier la montagne pour sauver des vies, ou encore de traquer les armes à la main petits et grands criminels. Leur vrai défi, se faire accepter sans jamais renier leur féminité. Bordeaux, 4h30 du matin. Le premier univers masculin à avoir intégré les femmes, la police. Au commissariat central, Nelly commence sa journée. Au QG de la brigade anticriminalité, la jeune femme sort des objets de sa petite mallette. Je vole, c'est ça en fait. Des effets personnels, loin des clichés féminins. Donc il y a les cartouches, c'est lanceur de petites balles, D'accord. de balles de défense. Donc le taser, on le prend, on essaye pour voir s'il fonctionne, parce que des fois ça arrive qu'on n'ait plus de batterie, donc c'est quand même embêtant si ça marche pas au moment où on a besoin de l'utiliser. J'ai testé ce que c'était, je sais comment ça fait. Sur nous, oui, on avait la possibilité, c'était pas une obligation. C'est très très impressionnant, ça immobilise complètement en fait. On est un gros légume par terre, on peut plus bouger. Nelly a su donner d'elle-même pour s'intégrer. La jeune femme de 37 ans manie les armes, sans aucun état d'âme. En tant que femme, pour moi, c'est pas du tout impressionnant. Moi, je connais mon arme, je connais les armes qui me sont confiées, donc après, j'ai pas spécialement peur, plus que quelqu'un d'autre, quoi.
Pas la même force physique, mais les mêmes armes. À la BAC, tout le monde a la même puissance de feu. Après dans la foulée et puis après... Nelly prend la température dans la salle opérationnelle. Rien à signaler pour le moment. Il y a 33 de décès supérieur. Jean, basket et sweat à capuche, le groupe 3 de la BAC embarque dans une voiture banalisée. Au palmarès des crimes et délits, Bordeaux est dans le ventre mou du classement. Une ville plutôt paisible. Pourtant, les violences entre jeunes ont monté d'un cran. Une rixe vient de se produire. Nelly et ses collègues ne sont pas très loin. 33, bac 102. Donc arme blanche, généralement c'est souvent soit couteau, soit batte de baseball. Voilà. Qu'on n'a pas de description, c'est juste que c'est un blessé par arme blanche. Dans un quartier huppé, 33, bac 102 sur place. des jeunes gens attendent le départ d'une ambulance, même si les victimes ne sont pas leurs amis. Non, on les connaît pas en fait, on était là-bas, on rentrait. Les jeunes n'ont pas échangé que des mots. C'est quoi, c'est un coup de couteau qu'il a pris là? Regardez à l'intérieur, il s'est pris un coup de couteau dans le crâne. Regardez. Un coup de couteau pour quelques insultes. C'est quoi comme couteau, vous avez vu? Un couteau à pain. Un couteau à pain. Ouais, un couteau long. J'en sais rien, je connais pas le couteau, mais c'est... Difficile de savoir ce qui s'est réellement passé. Un couteau avec des dents. Bon, on va aller voir ça. Apparemment, il aurait pris un coup de couteau. Vous l'avez frappé avec quoi, monsieur? Je l'ai frappé avec ma main parce que j'étais par terre. Ouais, mais là, c'est pas avec la main que vous l'avez frappé, là. Sur le front. Bah, je suis désolé, mais... Vous aviez quoi, un couteau à pain? C'est quoi? Non, Un couteau à dents, il me dit. J'avais pas écouté, vous pouvez regarder. Non, mais soyez honnête, parce que là, Non, c'est pas mais- possible que vous l'ayez. Le jeune homme joue les innocents. Il ne se démonte pas et tente de mentir à Nelly. Pas d'armes, donc pas de preuve du délit. Non, mais soyez honnête, monsieur. Il y a énormément de violence. Alors, bon, certainement dû à l'alcool aussi, à l'alcoolisation. Mais ouais, c'est l'essentiel du travail du matin, c'est beaucoup de violence. Beaucoup de violence. D'apparence, plutôt des jeunes Oui, familles. c'est des jeunes de très bonne famille, d'un côté comme de l'autre en plus. Mais bon, comme quoi... Voilà, ils ont commencé à se battre pareil avec les poings et apparemment ils ne devaient pas avoir assez de courage, donc ils sont allés chercher un couteau. D'accord. Laurent, le chef de groupe, a mis la main sur l'arme blanche. Alors, finalement, c'était avec les poings ou... Avec un couteau. Comme les vrais pros, l'agresseur a eu le temps de faire disparaître le sang. Je ne vous le cache pas, vous allez certainement être placé en garde à vue. Nelly est mère de 2 enfants. La violence des jeunes, c'est un sujet qui la concerne directement. Avec le temps, ses collègues sont devenus des amis, des confidents. Dans la voiture, on parle travail, mais aussi famille, sport et projet. Un moyen de garder de la distance par rapport aux événements. Le fait de discuter beaucoup, de bien s'entendre, ça permet de resserrer les liens et c'est super important parce que c'est vrai qu'on côtoie des choses des fois qui sont un peu difficiles et le fait de discuter et d'en discuter avec ses propres collègues, ça permet justement d'évacuer et de ne pas ramener tous ses soucis à la maison et d'imposer ça à sa famille, quoi. Mes enfants, ils pensent que j'arrête des méchants tous les jours. Donc je leur laisse penser que maman arrête des méchants tous les jours. Et après, je vais pas plus dans le détail parce que quand on a 10 ans, on s'inquiète toujours un petit peu pour sa maman. Donc j'évite d'expliciter un petit peu trop mon travail. Nelly apprécie l'atmosphère des rondes de nuit. Une tranche horaire qui apporte son lot de rencontres originales. Bonjour monsieur. Fou de jalousie, cet homme a tenté de casser la porte de sa compagne. Je m'inquiète pour elle. Elle a refusé de lui ouvrir. Alors de rage, il a tout renversé sur son passage. Et donc, logiquement, vous renversez les poubelles. Non, c'est Pour le raisonner, chacun sa méthode. Il a peut-être plus envie de vous voir et puis c'est tout, faut vous faire une raison. Ben oui. La touche personnelle de Nelly, c'est le dialogue. Elle est chez elle. Pourquoi vous inquiétez pour elle? Parce qu'elle me dit qu'elle veut plus me voir. Elle me dit qu'elle veut plus me voir, mais Si vous êtes énervé comme ça, elle n'a peut-être pas envie de vous voir. Non, mais regardez et- ce que je fais pour elle, quoi. Ah mais oui, mais c'est pas comme ça qu'on drague une femme, monsieur. Bah oui, non, mais c'est pas comme ça que vous allez la retenir.
Alors comment je la retiens? On prend des fleurs, je sais pas, on les fait Non, dans le j'ai jour, pas on lu. l'amène au restaurant. Mais je veux bien, moi. Bah, je sais pas. Je veux bien l'amener au restaurant. Mais non, mais si vous taillez les veines, ça va pas trop la Nelly essaie d'arrondir les angles, de jouer les médiateurs. Vous y reviendrez demain, ça passera mieux. Hein? Demain, ça ira mieux. J'espère. Ça ira mieux. Des compétences appréciées par Laurent, le chef de groupe. Le fait d'avoir une femme dans l'équipe, parfois pour ce genre de petits chagrins d'amour et tout, c'est... J'ai vu que c'est elle qui parlait. Hein. Ouais, oui. Ça aide. Dès qu'il faut faire un petit peu de social, elle est plus à même, la voix passe mieux. Ça passe, ouais, c'est un plus. Les interventions ne sont pas toujours aussi pacifiques. À la fin du service, Nelly et ses collègues vont traquer un délinquant d'un autre calibre, venu des pays de l'Est. Changement de décor. Direction Hyères. L'eau prend des couleurs exotiques. Cécile arrive de Bretagne. Pas pour passer des vacances, car elle est en mission. La jeune femme de 37 ans est pilote d'hélicoptère Lynx dans la marine. À peine arrivée à la base, elle admire le dernier joyau de l'armée française, le Caïman. Vous êtes passionné par les hélicoptères? Par les hélicoptères de combat, forcément, vu qu'on essaie toujours de comparer son hélico aux autres, et par celui-là particulièrement parce que c'est le remplaçant du Lynx, et en plus il fera tout. Le commandant Cécile Dumont-Daillot est la seule femme de France à commander une flottille d'hélicoptères, la 34F. Elle est déjà en tenue de travail, du sur-mesure. Donc ça, c'est mon casque de vol. Alors quand je viens en mission, j'emmène pas grand-chose, mais j'emmène le casque de vol parce que c'est quand même assez personnel, déjà pour la taille et puis pour le micro. Et puis ensuite, j'emmène le minimum d'affaires de vol. Je m'équipe de certaines choses. Ça me permet de voyager léger. Et contrairement à certaines de vos collègues, c'est assez féminin comme tenue, je trouve. Ça se règle, c'est assez féminin et du coup, on est quand même très à l'aise pour travailler. Pour les missions en mer Méditerranée, la jeune femme dispose d'une équipe de 18 personnes. Des mécanos, des carrossiers, des électriciens qui préparent la bête, un Lynx, son hélicoptère. À l'aise avec ses hommes, Cécile l'est aussi avec la mécanique. Avant d'être commandant, elle a suivi un cursus d'élite. Dans mon cas, bac scientifique, classe prépa, concours, intégration donc de l'école navale, choix de la filière, donc pilote d'hélicoptère. Et en fait, après, on est amené jusqu'au brevet de pilote d'avion, puis de pilote d'hélicoptère. Et dans toute cette partie pratique, s'ajoute aussi de la théorie. Commander des hommes, pas toujours évident. Bonjour. Bonjour. C'est le commandant. Mais c'est plus la mode du bouc et de la barbe. Les poirés. Commandant, bonjour. L'ancien pacha est parti, c'est plus la peine. Ça marche plus. La différence dans le travail d'un homme et d'une femme, il n'y en a pas. En revanche, dans le management ou dans la façon d'être avec les gens, naturellement, il y a une différence. Alors, il est plus facile pour certaines, mais plus difficile pour d'autres, parce qu'il y a quand même des femmes qui ne l'assument pas ou pour qui le quotidien est quand même encore un petit peu difficile, et du coup, qui ont tendance à se recroqueviller sur elles-mêmes. Mais à partir du moment où on est libéré de tout ça, l'échange est différent. Rendez-vous, donc... Cécile garde toujours le contrôle. Son côté féminin, elle n'aime pas trop l'aborder au travail. Le sac reste la petite touche féminine. Non, en fait, j'ai jamais ce sac. Donc là, c'est vraiment parce que c'était mon sac avant. Donc c'est pas du tout un sac prévu. C'est mon sac à main pour poser. Voilà, c'est rien à voir. Nous sommes à 10 minutes du décollage. Le Lynx est tracté sur le tarmac. De la queue de l'appareil aux pales du rotor, Cécile examine son hélicoptère. Là, on vérifie qu'elles sont bien accrochées, qu'il n'y a rien dans les moteurs, les niveaux à l'intérieur d'huile, de fluide sont bons, que la potence de treuil est bien fixée. En fait, tout ce qu'on fait, c'est bête. Tout le monde aurait dû l'avoir fait avant, mais on fait, et c'est le dernier check pour accepter la responsabilité de prendre l'aéronef dans l'état dans lequel il est. Le Lynx peine à s'arracher du sol. Il faut dire que la bête pèse 5 tonnes et mesure 16 mètres de long. Parti. Top décollage. 2, 3, ça vole là. Les pales font du 360 tours minute. L'inclinaison du rotor permet d'avancer ou de tourner. À l'arrière, le troisième pilote et un électronicien en charge du sonar, une machine à détecter l'ennemi. Le Lynx vibre
Il va bientôt fêter ses 40 ans. Cap sur la frégate Duplex, son bateau de rattachement. L'hélicoptère entame sa manœuvre d'approche. Dans moins de 12 heures, Cécile et ses hommes commencent des manœuvres militaires grand format. Leur mission, défendre le Duplex contre un sous-marin ennemi. En attendant, l'équipage va prendre ses quartiers à bord du vaisseau. À 300 nautiques de la Côte d'Azur, la frégate Duplex navigue au large de la Corse. Dans les entrailles du bâtiment, jusqu'au portrait dans les vitrines, difficile de croiser une femme dans les coursives. Cécile a pris ses quartiers sur le 2e pont, loin des machines bruyantes. Un privilège qui n'est pas dû à son grade. Alors en fait, c'est le quartier féminin pour accueillir des filles de tout grade, du grade de matelot jusqu'au grade d'officier. À bord, il y a 3 postes qui sont réservés pour le personnel féminin. Et celui-là, c'est celui pour le personnel officier, donc on est 2. Anne-Sophie qui dort en dessous, et puis moi, du coup, qui est élue domicile pour les quelques jours à l'étage au-dessus. Depuis 2011, les femmes ont un espace de vie entièrement privatisé. C'est tout simple. 7 mètres carrés pour 2 personnes, c'est déjà un privilège. 2 hygiènes, 3 chambres, et ensuite les filles ont été dispatchées plus ou moins par grade. Pour les grades inférieurs, les conditions sont plus spartiates. Il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Voilà, donc ça c'est une chambre avec 6 lits. D'accord. 6 lits et puis un petit avant-poste. D'accord. Et comme il est 8h30, les gens qui ont travaillé cette nuit viennent de se recoucher. Ici, pas de sanitaire commun, comme dans la marine norvégienne ou suédoise. Et donc les hygiènes, il y a une partie lavabo, douche et toilette, avec tout le monde qui laisse ses effets ici. Presque comme à la maison. Pas vraiment le grand luxe, mais un coin bien à elle. L'espace permet tout de même d'embarquer plus de 10% de femmes à bord. Pour manœuvrer ce bateau de 5000 tonnes et de 140 mètres de long, une jeune femme a pris le gouvernail. 230. Elle ne navigue pas à vue, seulement avec son petit hublot. 250. Les ordres viennent de l'étage au-dessus, en passerelle. Ici, homme ou femme, les matelots embarquent tous pour les mêmes raisons. Je décide ça jeune, vers 15-16 ans, quand il faut choisir une carrière ou les études à faire. Par rapport à la passion des bateaux, à la passion de... L'envie de voyager. Voilà, l'envie de voyager, de savoir un peu ce que c'était la vie embarquée. Envie de voyager, mais pas question de sacrifier sa vie de femme. Il est difficile quand même d'assimiler la vie de marin avec une vie de famille, surtout pour les femmes. Je pense que je privilégierais ma vie familiale à ma vie embarquée. La carrière des femmes, c'est un enjeu pour le commandant Prost. L'homme est le pacha, le patron du bateau. Pour le commander, il a attendu d'avoir 24 ans de service. Mais à 44 ans, il va bientôt passer la main. Est-ce qu'un jour, on pourrait imaginer avoir à votre place une femme? Bah oui. Ouais. Bah oui, c'est parfaitement possible. En 92, la première année de promotion de l'école navale qui a vu des femmes dans ses rangs. Donc voilà, ces jeunes femmes-là approchent de la quarantaine maintenant. Puis leur tour viendra d'ici 3 à 4 ans à peu près pour être sur les rangs, pour commander les plus grosses unités de la marine. Mais la vie de famille rendrait leur parcours moins linéaire. Pour l'instant, ce qu'on a pu observer, c'est que les premières maternités signifiaient souvent une période à terre plus longue que pour les hommes. C'est une prise en main de sa carrière. Alors, plus compliqué à gérer, je ne pense pas. C'est peut-être plus d'anticipation. Et bien avoir ficelé son projet professionnel et personnel de manière parfaitement cohérente. À bord, des femmes qui ont choisi de faire des métiers d'hommes. Victoria a 22 ans. Elle a enfilé son bleu de travail. Il est où, Seb? Seb, il est parti où? Victoria prend le quart de nuit. Et pour faire ce job,
elle a dû faire des sacrifices. Ouais. Ah bah, je les avais longs, je les ai coupés. Voilà. Victoria est mécano dans la salle des machines. Et elle n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Là, je suis en train d'enlever en gros le chapeau au-dessus pour pouvoir aller inspecter l'intérieur. Voilà. Il y a des injecteurs et juste en dessous, encore en dessous, il y a des pistons. Elle est en phase d'apprentissage. Après des études d'informatique, elle a préféré la salle des machines à un open space. Un vrai choix de vie. C'est beaucoup plus cool. Il y a un peu moins de retenue et après voilà, c'est sûr qu'il faut pas être pain beige, faut pas avoir peur de se casser les ongles, ça c'est sûr. Faut pas être choqué, ça reste des mecs. Après franchement, ouais, c'est vivant. Franchement, je préfère les trucs où c'est manuel et c'est plus les mains dedans, quoi, comme là. Pour devenir mécanicien de marine, il faut un CAP ou un bac pro. Victoria est sûre de son choix. À la base, petite, je voulais être pilote. Ouais. Ah ouais, mais franchement, je suis bien là où je suis. À bord de la frégate, Victoria prend le temps d'apprendre. L'ambiance est sereine. On salue même les bateaux venus pour participer à l'exercice. Un dernier répit avant les grandes manœuvres. Retour sur la base des parachutistes. Nous retrouvons Assia, la jeune adjudant. Le CASA continue d'avaler des dizaines de militaires. Les sauts s'enchaînent toutes les 30 minutes. Un pas à gauche, marche. Pour l'adjudant Assia, c'est l'heure de sortir du rang. La jeune femme de 33 ans est largueur de parachutiste. Seules 7 femmes ont obtenu cette qualité dans les armées françaises. Et pour le câble A, garde à vous. À gauche, gauche, inspection, repos. Avec son œil averti, elle passe chaque soldat au crible. Je te le sers pas, tu le sers après. Ouais. Assia est habilitée à contrôler les équipements. Ses gestes sont presque maternels, jusqu'à l'inspection du harnais. Une inspection rythmée par de bonnes claques, bien virile. Pourquoi cette petite claque qu'on met dans le dos des... Une claque, ils savent qu'il faut se baisser pour qu'on vérifie derrière que toutes les sangles soient bien lisses. D'accord. Voilà. Et la deuxième claque, c'est pour qu'ils se relèvent. Bon, ça fait toujours rire les garçons, surtout quand c'est une fille. Voilà. Voilà. Allez, pour le câble A, garde à vous. À droite, droite. En colonne para, ouvrez. À l'aérodrome de Cahors, le CASA finit sa 3e rotation. Une journée comme celle-ci, c'est le moment idéal pour accumuler des sauts sur le carnet et renforcer ses qualifications. Depuis plus de 4 ans, Assia laisse tomber des militaires. Des paras, vous en avez largué combien dans votre carrière déjà? Je sais pas, un peu plus d'1 millier, je pense. D'accord. Que des hommes? Ou il y a des femmes? Non, il y a des femmes aussi. Un petit peu? Voilà, un peu de femmes. Beaucoup d'hommes et un peu de femmes. Assia a de la répartie et elle sait manier l'autodérision. En force d'en larguer, je suis célibataire. De l'humour ou l'art d'être une femme dans ce milieu plein de testostérone. Pas de largage prévu sur ce vol technique. Assia profite du défilé militaire. Le clou du spectacle, les commandos para. Des gueules de stars. Difficile de rester totalement indifférente. À 4000 mètres, une musique qui transcende avant le grand saut. Avec 80 kilos de pactage, les militaires tombent comme des pierres à plus de 180 km/h. Une formalité pour ces guerriers expérimentés.
C'est l'heure de la dernière rotation pour le CASA. À bord, des militaires moins aguerris. Assia va garantir leur sécurité. L'adjudant passe aussi un examen, une qualification pour larguer depuis ce nouvel avion. Debout, décrochez ceinture, accrochez. Et larguer, ce n'est pas une formalité. Assia passe dans les rangs pour vérifier câbles et sangles. Stress, les gars, ça va bien se passer. Dans le regard des militaires, un peu d'angoisse. Deuxième passage, porte de gauche, 10, 15, ok. C'est l'heure d'ouvrir la carlingue. Le système n'est pas très ergonomique. Assia vérifie s'il n'y a pas de point de blocage pour le parachute. Les hélices sont toutes proches. Avant de larguer les hommes, il faut tester les courants d'air. La carlingue a été évacuée en 12 secondes. Assia doit rapatrier la grappe de sangle à la force du poignet et du biceps. Il faut faire vite, car l'avion va atterrir. Mais le vent est trop fort. Cette fois, Assia doit se résoudre à accepter l'aide de son collègue. C'est la fin de la mission. L'occasion de refaire bonne figure. Après, ça le met moins bien. Hein. Bah, c'est comme avec la moustache. Ouais. Dans le ciel, Assia a tiré un joli feu d'artifice. Mais une partie de son combat est ailleurs. Il faut aussi se battre pour avoir des amis, une famille. Des chantiers rendus compliqués par la profession. L'équilibre, Nelly, elle, a réussi à le construire. Mère de famille le soir et le week-end, la policière arpente les rues de Bordeaux 4 jours par semaine. Côté pile, la ville a changé de statut depuis son entrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Côté face, la carte postale est parfois moins clinquante. Gyrophare allumé, Nelly et son équipe filent dans la banlieue de Bordeaux. Il y a un mec qui a été dans un garage hier pour faire réparer sa Kalachnikov. Ah, ça peut être sympa. La Kalachnikov russe fait l'objet d'un trafic international. C'est l'arme de guerre favorite du grand banditisme. Son rapport qualité-prix est imbattable. C'est à 400-500 €, on en a une. C'est performant C'est très fiable. La Kalachnikov ne s'enraye jamais et elle transperce les gilets pare-balles. Alors mieux vaut attendre des renforts. On ne sait pas sur qui on va tomber, si éventuellement est-ce qu'il est lourdement armé, ou voilà, s'il y a autre chose. Il vaut mieux être plutôt en nombre plutôt qu'arriver. L'opération regroupe 3 unités de la BAC. Lui, c'est un Georgien. Le gars du garage, c'est un Russe. Sachant qu'il est recherché par les gendarmes, ils ont regardé pour des mesures prophylactiques, donc il a peut-être une maladie. Ouais. L'homme est porteur d'une maladie contagieuse. On ne sait pas ce qu'il a comme maladie. Donc faites gaffe, vous avez des gants. Je mets des gants. Il est 7h30 du matin. La BAC a sorti la grosse artillerie. Les policiers encerclent l'appartement du suspect. C'est Nelly qui va lancer l'opération. Venez vers nous. Vous venez, vous vous levez, vous venez. Levez-vous. Levez-vous, vous venez. L'homme a essayé de s'échapper par la fenêtre arrière. Levez-vous, les deux là. Il est plaqué au sol par 5 hommes de la BAC. Allez, debout. C'est la police. Il n'est pas seul dans l'appartement. Mettez-vous toutes les deux là, debout. Tiens, ça qui ça? 2 femmes vivent au contact du suspect contaminé. C'est la police là, qu'est-ce que t'as?
Tuberculose. Une épidémie de tuberculose frappe la Géorgie en Europe de l'Est. Les malades viennent se faire soigner en France. Le jeune homme en a profité pour faire quelques larcins. Là, c'est ce qu'elle vole en vol étalage. Il a réussi à amasser quelques liasses de billets, de l'argent frais pour ramener au pays. Du pognon partout, il y a des gonzesses, soit des stupes. Mais le fusil d'assaut, lui, reste introuvable. Ils sont où les armes? Les armes sont où? Armes! Kalachnikov! J'ai jamais armé, je suis un petit rouleau. J'ai fait connerie. Une fois, j'étais en prison. Pourquoi t'as plein d'ordinateurs ici? Sur ce type d'intervention musclée, Nelly n'a pas de privilèges. Même risque, même engagement. Dans un premier temps, c'est le même rôle que mes collègues, de toute façon. On pense tout de suite à figer la situation à l'intérieur. Il n'y a pas dans l'action, on est tous pareils. Madame, asseyez-vous. Nelly s'occupe des deux jeunes filles et de leurs effets personnels. Tiens, ça qui ça? Plus discrètes, les femmes sont des mules idéales pour transporter toutes sortes de matériel. Bon, on va aller voir tes voitures, alors. Le Géorgien possède 4 véhicules. À part des fausses plaques d'immatriculation, pas de traces du fusil automatique. Je monte avec... Et éventuellement poursuivre les recherches. Par rapport à ce Kalachnikov qui est introuvable, mais bon, apparemment, ils peuvent graviter sur d'autres endroits, notamment des parties communes auxquelles ils ont apparemment accès. Donc, on va voir ça au bureau. Non, au milieu. Le rôle de la BAC s'arrête là. L'enquête est ouverte pour tenter de retrouver l'arme de guerre. Dans un instant dans Révélation, vous verrez comment Véran a intégré l'unité d'élite du PGHM. Je pense qu'une femme, ça craque souvent, c'est pour ça qu'on pleure. Après, moi, je craquerai jamais devant mes collègues de boulot. Changement de décor. Nous sommes au cœur des Pyrénées-Orientales. À la frontière espagnole, un ensemble de pavillons colorés s'invite sur la carte postale. Ce petit camp retranché, c'est une caserne où vivent une poignée de gendarmes d'élite. Véran est gendarme-chef au peloton de gendarmerie de haute montagne d'Oceja. La jeune femme de 28 ans s'entraîne tous les jours pour le secours en montagne. Donc on en déposera un de vous deux en premier. Là. L'exercice du jour, l'hélitroyage d'une victime. C'est toujours dangereux, mais vu que c'est tellement bien, ça va. Pour faire ce job, il faut avoir le goût du risque, du danger mesuré. L'adrénaline, c'est un carburant pour Véran. Première difficulté, trouver la victime. Repérer des détails dans l'immensité du décor et à l'œil nu. Chouka 09 de Alain du PG aux avions. C'est celui qui est derrière nous, celui-là. Ah oui, je les vois, ok. Il y a un casque blanc là sur la paroi. Il y a un casque blanc. La tache noire avec le casque blanc, c'est le chef adjoint du PGHM. C'est lui qui donne les instructions par radio. Moi, je te propose de me positionner au sommet de la falaise. Je suis habillé en noir, avec une doudoune noire. Sur un relais d'une des voies, et là où tu peux faire descendre les deux secouristes et faire une récupération après comme si c'était une victime. C'est au tour de Véran de se lancer dans le vide. Dans ce métier, il faut faire confiance, surtout à l'hélitreuilleur qui doit viser juste. Appuie légèrement à gauche, 2 mètres sur la gauche, ouais, 50 mètres dans l'axe. À 28 ans, Véran est la première femme à avoir intégré le PGHM. Elle est arrivée il y a un mois. Véran se détache de l'hélicoptère. Les deux sauveteurs sont accrochés à la paroi, le temps d'évaluer la situation et de sécuriser la victime. L'évacuation, c'est le moment le plus dangereux.
Pendant quelques secondes, Véran est accroché à la paroi, mais aussi au filin de l'hélicoptère. Si l'appareil bouge, c'est l'accident. Ok, on est avec la montagne, ok. Désécurisé, je tends le câble, attention pour déjauger. 3, 2, 1, ok. Déjauge effectué, on peut dégager dans l'axe, c'est libre devant, ok. Le treuil supporte jusqu'à 240 kg, l'équivalent de 3 hommes. Véran n'a pas peur de la haute voltige, mais elle reste prudente. Il faut toujours avoir peur et toujours avoir de l'appréhension, c'est ça qui fait qu'on reste en vie, pour pas faire d'erreur. Enfin, je réfléchis tout le temps à ce que je fais pour pas faire d'erreur et que tout se passe au mieux. Donc on est tellement manipulé par, déjà par le paysage et par ce qu'on a à faire que l'appréhension finalement, on l'a plus trop. Mais il y en a toujours une petite quand même. Allons-y. Faut le cadrer quoi, c'est tout. Comme tous les hommes ici, hein. Il suffit de les cadrer et après c'est bon. C'est ça. Véran commence à se sentir à l'aise avec ses collègues. Elle vit avec son compagnon Alexandre à quelques mètres du PGHM. On est bien. Une petite maison dans la prairie, avec vue sur les montagnes. Ah, c'est meilleur ça hein, quand même, hein, que ton foin. Après une prépa aux grandes écoles, Véran aurait pu être officier dans un autre corps d'armée. Mais c'est à la montagne qu'elle voulait travailler. Son ambition, s'imposer, mais garder un peu de féminité. Est-ce que ça vous arrive parfois de vous habiller en fille? En robe, en... Ce que me demande Alexandre. Si, oui. Si, après on apprécie. Hein. Enfin, on apprécie. Moi j'aime bien quand même. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'on évolue toujours dans un monde de garçons. On commence à parler comme un garçon. Des fois. Parler un peu crûment des fois, parce qu'il parle... Toi parles beaucoup de filles quand même, faut pas se leurrer. Alors, c'est oh elle est bonne ou genre de trucs comme ça. Donc c'est pas... Mais bon, je parle un peu comme eux. De toute façon, après c'est une façon de s'intégrer aussi. Hein, faut pas être outré de tout ce qui se dit. Et... Véran met un point d'honneur à faire comme les hommes. À la maison, c'est elle qui coupe le bois. Même physiquement, elle relève le défi. Il y a des hommes qui sont moins physiques que des femmes. Et... Voilà. C'est pas l'ordre des choses quand même, normalement. De quoi? Que les hommes sont moins physiques que des femmes. J'en ai quand même vu qui sont pas... Il y a de tout, hein. Je suis d'accord. Mais quand même. Si on n'est pas physique, eh ben, faut jouer sur l'intelligence pour combler les lacunes, c'est tout. La sensibilité des femmes serait même un avantage. Ah bah, je pense qu'une femme, ça craque souvent, c'est pour ça qu'on pleure. Mais on avance toujours. Et les hommes, souvent, ils craquent une fois et puis... Après, moi, je craquerai jamais devant mes collègues de boulot. Je craque à la maison. Question de fierté. Au PGHM, la montagne vous rappelle souvent à vos obligations. Dans la salle opérationnelle, les gendarmes viennent de recevoir un appel de détresse. Ça, c'est le gars qui est perdu. Son collègue, si tu veux le numéro. À mon avis, il est parti de là. Comment? Engine, d'accord. Point de départ. Engine, il y en a qui est perdu et on va essayer de le retrouver. Donc, les cheveux blancs. Donc, il avait des lunettes. Une polaire noire. Véran prépare son matériel. À l'aube, elle ratissera la zone où s'est égaré le randonneur en espérant le retrouver sain et sauf. De son côté, Cécile est toujours en mission. La frégate Duplex est à bonne distance des côtes pour engager une lutte anti-sous-marine. Dans le bateau, les manœuvres ont commencé. Dans le périmètre, un sous-marin ennemi, à portée de tir de la frégate. Dans 5 minutes, délivrance de couchage pour le personnel ayant embarqué ce jour en voilerie. Le chasseur de sous-marins, c'est le lynx du commandant du Mondayo. L'objectif de la mission ressemble au scénario d'un film de guerre. C'est de détecter le sous-marin avant qu'il n'ait détecté le bateau et de l'empêcher de faire sa manœuvre
cinématique qu'il a prévue pour attaquer le bateau et éventuellement le détruire avant. Tout est prêt pour un exercice de guerre, grandeur réelle. Pendant la mission, le commandant va évaluer les capacités de Jean-Philippe, un de ses pilotes, à mener une guerre tactique. Top décollage. 2, 3, ça vole là. À bord de la frégate, 200 personnes. C'est le Lynx qui doit les protéger. Leurs destins sont liés. Action Italo, décollage. Les feux, blanc. Cécile est aux commandes, mais c'est Jean-Philippe qui dirige la mission. Le commandant lui donne quelques conseils. Alors en fait, il y a plusieurs façons de trouver dans le sous-marin, il y en a deux. Il y en a une première qui marche très bien, et qu'on n'utilise jamais assez, c'est de regarder dehors. On n'est pas à l'abri de voir avec une mer comme ça, éventuellement des aériens de sous-marins. Mais donc en faisant des stations sonores entraînant. Au bout de quelques minutes de vol, première alerte. Il y a quelque chose qui est là, et c'est marrant parce qu'on voit vachement bien l'espèce de sillage là. Peut-être le sous-marin, il faut immerger le sonar pour le savoir. Et on se mettre en stationnaire face au vent, ça veut dire qu'on va s'arrêter au-dessus de l'eau, à une hauteur d'environ entre 15 et 20 mètres. Et ensuite on va descendre le dôme sonar. Le sonar, un moyen de détection acoustique redoutable qui fait du Lynx la bête noire des sous-mariniers. L'inclino, il est à 0. Il est à 0 ? Pas de traces du submersible sur le radar. Jean-Philippe tente de prendre des initiatives. Je l'ai resté sur veille. Oui. Je l'ai remis sur 9 quand on est parti. Pourquoi tu l'as mis sur veille ? Le temps qu'on soit en stationnaire pour pas qu'il... Qu'est-ce qui se passe quand on met un dôme dans l'eau ? Oui, une fois qu'il est dans l'eau, il est pas sur veille. Bah donc fais pas bête, donc mets pas sur veille. C'est pas prévu comme ça. Et la leçon n'est pas terminée. Alors, est-ce que t'as entendu la radio ? Non. Bah il a dit un truc super intéressant. Jean-Philippe semble un peu perturbé. Est-ce que tu sais en quelle échelle il émet l'audio comme ça ? Ah non, alors c'est 6000, il fait son rond. Est-ce que t'en es sûr ? Est-ce que tu lui as demandé ? Les informations fusent dans le casque du jeune pilote. Le sous-marin n'a toujours pas été repéré. Alors qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas là ? Il faut que tu penses au coup d'après. Tu peux suggérer des choses, tu peux anticiper si le bateau n'a pas d'idée. Ouais. Cécile pousse Jean-Philippe à se surpasser. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Justement, Dans la tactique pure et dure, il faut un instinct presque animal. Vous avez une route d'échappée ? Non. Donc est-ce qu'on peut faire un 44 mètres ? Non. Reçu ? Bon. Non, ok, t'as raison. Donc pas de 44, pas de 46 parce que c'est pas intelligent. L'enjeu dépasse le simple exercice. C'est la guerre. Ok, donc Détruire le sous-marin, c'est sauver les 200 marins du bateau. Mais aussi l'équipage du Lynx qui n'aurait plus d'endroit pour atterrir. Le soleil se couche, l'hélicoptère s'apprête à rentrer bredouille. Ah, je l'ai à midi. Allez, on y va. Il est à midi. Vous l'avez à la vue ? Oui, je l'ai à la vue. En fait, devant. L'hélico a le submersible dans son viseur. Mission accomplie. La frégate aura évité un tir de torpille en cas d'attaque. Retour sur le pont, l'occasion de débriefer à chaud. Arrivé dessus, la commandant annonce il est là. Jean-Philippe est un peu contrarié. Bon alors, c'est bien passé. Ouais. Bon, le bien c'est un grand mot. Non, c'était pas évident. Et comme vous disiez, mais j'ai trouvé qu'elle était quand même pédagogue, commandant. Oui, oui, c'est toujours. On parle toujours avec tact. Ouais. En fait, il faut débriefer à froid. Cécile n'a pas ménagé le jeune pilote. En salle opérationnelle, le commandant débriefe sans langue de bois. On demande 3 fois, vous repassez, vous repassez. Ouais, non, mais c'est pas grave, mais vous le ferez plus. C'est pour ça que c'est important. Le commandant joue son rôle de meneuse d'hommes. En cas de conflit, il faut trouver le sous-marin avant qu'il ne vous trouve.
La vie à bord est pleine de règles édictées bien avant l'arrivée des femmes. C'est l'heure du repas chez les officiers mariniers supérieurs. Bon appétit. Merci. Le président du carré lance les festivités. Ici, aucune femme n'est attablée. Les plus jeunes font la cuisine. Un petit dessert qu'on nous fait. Le président a accepté de nous donner un avis honnête sur l'absence de femmes dans son carré. C'est-à-dire que les OMS ont une certaine catégorie d'âge. Donc on approche les 40 ans, voire plus, 53 ans pour le plus vieux. Ouais. Et à cet âge-là, les femmes ont déjà des enfants, donc pour elles, c'est plus difficile d'embarquer. Est-ce qu'il y a dans d'autres bateaux des présidents de carré femmes? Ça arrive ou pas? Je sais pas, ça peut arriver. Ça peut arriver, la place est ouverte à tout le monde. Hein. Donner une place aux femmes, le président n'est pas contre. À l'autre bout du bateau, l'ambiance est plus feutrée. Ce soir, Cécile a les honneurs de la table du pacha. Le carré commandant, c'est la crème des officiers du bateau, les plus gradés. Grâce à Cécile, les femmes de guerre ont au moins un rond de serviette, tout en haut de la hiérarchie. Il y en a 3 ou 4, pas avant, mais... Des pilotes? Ah, des pilotes, il y en a... Je suis la plus ancienne, je crois. Ouais. Ah ouais. J'ai dit la plus ancienne, j'ai pas dit la plus vieille. À terre, la jeune maman a un autre combat à mener. Elle assume souvent seule sa petite famille. Une organisation que Nelly, la policière de la BAC, connaît bien. Il fait encore nuit sur les bords de la Garonne. Dans les sous-sols du commissariat de police, les hommes de la BAC sont en tenue légère. Bon, tu nettoies ton petit-déj, tu t'habilles, tu laves bien tes dents et tu prends ton... Avant de les rejoindre, Nelly prépare ses enfants pour l'école. Ok. Tu vas à 8h30 chez Julie. C'est Julie qui t'emmène. Et 8h30, hein, pas 8h30. Policière de nuit et mère à distance, une gymnastique plus complexe que les séances de sport. Bon Nelly, on se refroidit là. Ciao. Vous arrivez à concilier le boulot et la vie de famille, ça va? Oui, ça va, mais c'est vrai qu'on a toujours l'aide de personnes extérieures. Donc là, en l'occurrence, c'est la voisine qui l'amène, papy et mamie qui vont le chercher, donc on essaie de s'arranger comme ça, quoi. À jeun et debout depuis 4 heures, les séances sont un peu violentes pour l'organisme. Franck, c'est le champion de l'équipe. 340 tractions en moins d'une demi-heure. Nelly ne fait pas la compétition. Elle travaille son point fort, son endurance. C'est quelqu'un qui lâche jamais. C'est ça qui est appréciable, c'est que même si on part à la course et qu'elle est 100 mètres derrière, on sait que de toute façon, elle ne lâchera pas. Dans cette équipe de sportifs confirmés, Nelly a gagné sa place. Après la douche, pas d'uniforme, juste un gilet pare-balles et une touche de maquillage. Le week-end, vers 5 h du matin, c'est la sortie des boîtes de nuit sur les quais. La clientèle est souvent imbibée. 33 de bac 102. Les groupes se mélangent, les cocktails deviennent vite explosifs. Les situations dégénèrent rapidement. Oh, ta gueule, toi! Oh. Tu te calmes maintenant? Nelly sait faire preuve d'autorité. Les plus jeunes n'ont plus beaucoup de respect pour les dépositaires de l'autorité publique, même pour les femmes. Mais on a beau vous le dire 10 fois, vous comprenez pas, on est obligé de vous pousser. C'est quand même malheureux, ça. Désormais, plus aucun complexe à toiser la police. Difficile de rester poli et de garder son sang-froid. C'est quoi cette terre? On n'est pas du même monde, je suis Non, pas de on nos n'est papillons. vraiment pas du même monde. Non, vraiment pas. Alors vraiment pas. Eh monsieur, Ça y est, monsieur, commencez pas à la ramener, d'accord? Hein? Sinon quoi? C'est bon. Et vous êtes lourd, hein, franchement. Je sais pas quel âge vous avez, mais alors franchement, vous êtes pénible. Hein? Alors vous? La nuit risque d'être longue. C'est comme si toute une génération voulait se prouver quelque chose. Jouer au caïd en provoquant la police. Ouais, je veux bien, mais j'ai plusieurs individus qui sont un peu agressifs. Alors si on pouvait faire ça le plus rapidement possible, ça serait pas mal.
Même les contrôles de stupéfiants sont devenus la routine. Le hashish commence à perdre des parts de marché. Le plus répandu, c'est quand même l'herbe. La résine aussi. Et là, soirée festive, c'est soirée électro. Donc pas mal de MDMA. Fétamine. Voilà. C'est de l'amphétamine. Donc il jette ça 10 € et puis il avale. Nelly est un peu blasée. Ah, vous avez tout fait tomber? Ouais, incivilité, agression physique, moisson de stupéfiants. Une nuit somme toute assez calme pour la BAC de Bordeaux. À une 50aine de kilomètres de Brest, c'est l'heure du petit déjeuner chez le commandant du Mondaillot. À la maison, c'est la deuxième journée qui commence ou la première qui commence plus tôt. Ça, c'est sûr. Mais pour moi, c'est hyper important de préserver quelques heures avec les petits pour eux. Parce qu'ils ont besoin d'être dans leur équilibre et ça n'a pas de prix. Cécile est maman de 2 enfants. Alors ce matin, ça a commencé un peu tôt. Voilà, elle avait faim. Kim s'est levée la première. Kim, tartine ou céréales? Les deux. Ah, les deux? Ah bah dis donc. Les parents de Cécile étaient employés de banque, un milieu très éloigné de l'armée. Confiture. J'habitais à la montagne quand j'étais petite. J'ai toujours souvent vu passer des hélicos et très petite, j'ai dit je ferai pilote d'hélico. Mais mes parents n'étaient pas étonnés que j'embrasse une carrière militaire par rapport à mon caractère, par rapport à ce que j'aime faire. J'aime être active, j'aime les relations franches, j'aime le sport. Voilà, donc c'est pas entièrement étonnant. En tout cas, c'était pas une découverte pour eux. Tu veux des céréales? Arrivée au sommet, elle espère ne pas seulement avoir servi d'alibi. J'aimerais pas qu'on mette en avant le fait de me dire t'as eu ce poste parce que t'étais une femme et seulement parce que t'étais une femme. Et la misogynie, jamais eu, que ce soit dans la vie civile ou dans la vie militaire, jamais eu... Si, des remarques, mais des remarques... Genre mais après, il y a des remarques que l'on peut certaines fois mal prendre parce qu'on est fatigué ou parce qu'on n'a pas envie de les entendre. Je sais que certaines fois, moi j'ai des fois un peu de difficulté à ce qu'on me demande d'où je viens. Ma mère est d'origine des Antilles, j'ai pas de honte à ça. Ouais. En revanche, je suis française, je suis comme eux. Et quand on me pose cette question, mais t'es pas française, d'où viens-tu? D'où vient ce teint allé ou cette peau? C'est des Antilles et c'est juste un coquille. Donc tout dépend de comment on prend la chose et comment on retourne la question. Cécile a toujours un coup d'avance. Ok, qu'est-ce que vous faites? J'anticipe. Je prends de l'avance pour ce soir parce que je pense que je vais pas rentrer tôt. Quiche, facile. Facile, mais ça se mange sans problème. Un peu de salade. Son mari est commando marine. Il est souvent en mission. Une situation qui l'a rendue plus compréhensive avec son équipe. Moi, mon mari étant militaire, d'avoir passé une grossesse toute seule et puis une naissance seule, je pense que quand on peut, moi si je peux, j'essaie de faire en sorte que les gens soient là pour la naissance de leurs enfants. Après, il y a des raisons pour lesquelles auxquelles on ne peut jamais échapper, c'est pas possible, mais quand on peut, je pense qu'il faut le faire. Qu'est-ce que tu veux faire? La relève est assurée. Pilote de fusée? Oui, je le savais. Et toi, Kim, tu veux faire quoi? Pilote d'avion de chasse. Ouais! C'est pas très original. On n'est pas encore en retard, mais on n'est pas méga en avance. 8 h, la quiche est prête. Vas-y, go, go, go. 8h05, départ pour l'école. Monte dans la voiture. Tu peux mettre ton cartable dans le coffre? Go. Cécile met les gaz. 8h10, arrivée sur zone. 8h15, le bisou. Allez, Bimine. Viens là, toi. 8h20, mission accomplie. Retour à la base. C'est l'heure de changer de peau pour Cécile. Métamorphose. Métamorphose. Au sud de la rade de Brest, en Bretagne, le centre d'entraînement de l'école navale de Lanvéoc-Poulmic. Depuis 1830, c'est ici que sont formés les futurs officiers, commandants de bateaux, fusiliers commandos ou pilotes d'hélicoptères. C'est là que Cécile est devenue le commandant du Mondaillot.
pour raviolner l'arbre 4811 et faire le BMN. Entre la Côte d'Azur et la Bretagne, Cécile commande 200 personnes. Elle préside tous les briefings. Sa photo trône tout en haut de la pyramide. Une position qui, selon elle, ne l'a pas coupée de la base. Moi, je suis fière de ce que je fais, mais surtout, j'aimerais pas entendre dire que j'ai la grosse tête à cause de ça. Voilà, je veux juste faire le mieux possible pour la flottille, pour l'unité et puis pour l'aéronautique navale. Ça, ce sont des médailles, différentes médailles que l'on a au fur et à mesure des missions. L'expérience dans la marine, donc le théâtre océan Indien pour l'Afghanistan, le mérite maritime, la croix du combattant, le Liban, ça c'était en 2007. L'outre-mer, ça c'est une distinction pour une mission de narcotrafic, donc c'est une action particulière. La médaille d'or de la défense nationale. Et puis ça c'est un engagement, une médaille pour l'engagement sur la zone Afghanistan. On est plutôt habitué à avoir des messieurs d'un certain âge avec ce genre de voilà, bon après il n'y a pas de concours, il n'y a pas celui qui en aura le plus ou celui qui en aura le moins, mais on arrive à en avoir quelques-unes et il faut être fier, je pense, de pouvoir mettre en avant ce qu'on a fait. Elle a aussi quelques broderies sur sa combinaison. Alors le pilote est très coquet. Donc ça c'est le blason de la flottille que l'on retrouve sur le fanion de l'unité, qui se porte donc aussi sur la tenue de vol. Ça fait plaisir aux Bretons. C'est Brace Punisher, ça vient des forces spéciales. Femme de guerre, épouse et mère, Cécile reste une exception. Eh oui. Aux femmes qui souhaiteraient suivre son exemple, elle envoie un message d'encouragement. Quand on a des rêves, il faut tout donner et tout faire pour pouvoir réaliser ses rêves. Et que c'est possible, la preuve parce que je suis là et parce qu'il y en a beaucoup d'autres derrière moi. Cécile ne passe pas tout son temps au bureau. En cas de crash de son hélicoptère, elle travaille ses réflexes. Ce soir, le commandant va à la piscine. Elle ne vient pas pour faire des longueurs. Ici, on se baigne tout habillé. Près du bassin, un caisson est pendu à une grue. En cas de panne, si l'hélicoptère va à l'eau, l'équipage doit pouvoir évacuer l'hélicoptère en toute sécurité. Et pour ça, on a la chance d'avoir une piscine équipée de plein de choses autour, avec une cabine qui s'immerge pour faire ces gestes, qui sont vraiment des gestes de survie. Il y a plus agréable que de se retrouver attaché, immergé sous l'eau, vous allez voir. Nous sommes au C100, le centre d'entraînement à la survie et au sauvetage de l'aéronautique navale. Une carcasse d'hélico a été reconstituée pour simuler un crash marin. Une fois par an, il faut se plier à un petit exercice. S'immerger dans l'eau sans oxygène, attaché dans la carcasse. Des plongeurs sont là en cas d'accident. Mais il n'est pas rare de boire la tasse. Alors Ça va? Non, j'ai pas de créma. Ça va. L'ambiance n'est pas à la rigolade. Aucune appréhension? Alors je dirais pas aucune, ça fait 15 ans que je le fais, donc c'est toujours pareil, mais c'est un moment auquel on pense. En tout cas, c'est le jour ou les journées pendant lesquelles il faut vraiment repenser à tous ces gestes qui sont automatiques, et c'est bien de le faire parce que c'est quand même assez réaliste. C'est au tour de Cécile de plonger. Dans les hélicos, on sort tout seul et on sort avec son canot de sauvetage sous les fesses. Comme ça, on est sûr de la voir. Allez, c'est parti. La combinaison étanche permet de résister à des eaux glaciales. Ce qui va se passer, c'est que moi je serai devant en sécurité. S'il arrive quoi que ce soit, en moment de panique, sous l'eau, le geste c'est de mettre les mains sur la tête. S'il se passe quoi que ce soit, et dans les 4-5 secondes, vous saurez. Ok? Pitching.
Sous l'eau, il faut garder ses repères, surtout quand le crash a lieu pendant la nuit. En 12 secondes, Cécile va réussir à s'extraire de la carlingue sans jamais paniquer. Cécile connaît bien son appareil, mais dans la pénombre, tout est plus compliqué. J'ai eu du mal à trouver ma porte, parce que je la voyais beaucoup plus loin que ça. Alors je la cherchais là, et après j'ai fait « Ah, mais non, elle est là !» Ça s'est bien passé? J'ai pas l'habitude de tourner le harnais, là, ce qui fait que j'ai l'impression qu'il n'était pas bien ouvert, donc je me suis repéré. J'ai eu du mal à trouver la porte. J'ai eu un petit peu de mal pour l'ouverture de la porte. Tu étais bien parti pourtant et tu étais à 2 cm de trouver la petite poignée. Je voulais pas ouvrir les yeux en fait. Ouais. C'est vraiment touché, tu vois, de se monter un petit peu plus et là c'était bon. Tu aurais trouvé la poignée correctement et après c'était parfait. Ok. Ça marche. Quiche Lorraine et simulation de crash marin. Une journée classique pour le commandant du Mondaillot. Assia est de retour de mission. La jeune femme est revenue faire un petit pèlerinage là où tout a commencé. À chaque passage à Pau, elle ne manque jamais de saluer son ancien chef. Assia, ça va bien? Oui, vous? En forme? Oui. Ça fait plaisir de te voir. C'est cet adjudant-chef qui a formé Assia pendant 3 ans. Café ou quoi? Quoi de neuf à l'état-major? Il paraît que tu fais du bon boulot? Assia a convaincu le militaire que les femmes dans l'armée, ça peut servir. Sucre? Non, sans sucre. C'est un milieu assez masculin, pas macho. Ouais. Je fais la distinction. Et Alors, c'est quoi la différence? Macho, c'est quelqu'un qui va enfoncer la femme. Alors qu'ici, on est là pour l'aider. Justement parce qu'on a besoin d'elle avec un S. Parce que, une touche de féminité dans l'armée, ça apporte que du plus. L'homme est charismatique, le portrait que l'on se fait d'un parachutiste. Pourtant, la jeune femme a réussi à toucher la corde sensible du colosse. Assia, c'est super bien adapté. C'est un esprit, un caractère déjà. Une femme qui n'a pas trop de caractère, chez nous, ça passe pas trop bien. Enfin, ça passe pas trop bien. Pas qu'on l'aime pas, mais elle va pas s'intégrer facilement. Il faut s'imposer quand même? Il faut s'imposer. Elle est assez sensible, mais de ce côté, ce qu'elle fait, ce qu'elle le cache par un caractère, il faut pas l'embêter, quoi. C'est bien résumé? Ah, c'est très bien résumé. Bravo, mon chef. C'était parfait. L'adjudant-chef porte une affection perceptible à la jeune femme. Il l'a adoptée, et elle aussi. Pour sa première grosse mission, Assia n'a pas oublié celui qui lui a tout appris. Vous envoyez encore des cartes postales à votre ancien chef? Ouais. Oui, quand j'étais en Afghanistan, je lui envoie une petite carte. Les paras, c'est une grande famille. Il y a des moments qui soudent, comme ces séances de tir en plein désert afghan. C'est là-bas qu'Assia a obtenu ses galons d'adjudant. Mais malgré ses faits d'armes, des jeunes soldats bien moins gradés oublient parfois de la saluer. Assia préfère ne pas relever ce genre de comportement. Toulouse, sur la place du Capitole. L'uniforme est tombé, le soldat parfois dur et réservé se transforme en jeune femme douce et pétillante. Ce soir, l'adjudant a rendez-vous avec des copines dans un bar branché. Pas de copains prévus pour le dîner. Assia est pour l'instant célibataire. Déjà, quand on est dans le civil, on essaie d'enlever sa carapace. On n'est plus dans le monde d'uniforme, donc on est un peu plus détendu.
Mais c'est vrai, après, ça devient difficile quand on parle de notre travail et qu'on explique qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup d'hommes et qui n'est pas toujours facile. Vous pensez que ça les effraie ou pas, les hommes? Je pense oui, quoi, ça les effraie. C'est l'inconnu pour eux, donc l'inconnu fait peur. Malgré les préjugés, Assia ne souhaite pas faire la route toute seule. En disant d'avoir rencontré le futur père de mes enfants et d'avoir des enfants, voilà. Après, quand on a des enfants, on s'adapte, on fait moins de missions, nos chefs sont assez conciliants là-dessus, il n'y a pas de souci. Assia compte sur la bienveillance des paras pour l'accompagner dans son projet. Engagée dans une vie familiale, elle gardera une loyauté indéfectible envers le béret rouge. Retour avec la BAC de Bordeaux. À chaque fois, il y a des lox. Nelly ne court pas seulement après les délinquants. Elle va parfois cueillir des fugitifs dans leur appartement. Des condamnés qui n'ont jamais exécuté leur peine de prison. 9 fois sur 10, ils sont absents ou prennent la fuite à la vue des policiers. Bonjour madame, c'est la police. Vous pouvez descendre s'il vous plaît? Venez nous voir. Venez nous voir s'il vous plaît, vous descendez. Donc c'est la police de Bordeaux. On vient vous voir. Vous êtes seul au domicile là? Dans l'escalier, des dizaines de paires de chaussures de marque. Donc un jugement qui a été notifié. La jeune femme a été condamnée à 3 mois de prison ferme. Elle ne s'est jamais présentée à la maison d'arrêt. Sur l'étagère, une collection de cartes bleues. Vous travaillez, madame? Oui. Vous faites quoi? Et retourne avant de partir. Vous faites quoi comme travail? Je suis assistante juridique. L'assistante juridique aurait conduit en état d'ivresse, sans permis. Votre fille a quel âge? 14. Elle est aussi maman. Vous avez des enfants? Oui, mais comment? Ouais, mais non, j'appelle ma fille. Oui, non, mais évidemment, on va pas laisser votre fille comme ça, madame, dans la nature. On est bien d'accord. La femme s'inquiète pour sa fille, qui doit rentrer pour déjeuner. C'est bon, madame? La présence de Nelly pour interpeller les femmes, c'est plus de proximité. Non, mettez-les dans le sac plutôt, s'il vous plaît. Voilà. Vous n'avez rien d'autre dans les poches? Je vérifie. Tenez. C'est bon? Prenez vos clés de maison. Mais aussi plus de décence pendant le contrôle. Ça facilite, surtout pour au niveau des palpations, regarder si elle a rien de dangereux sur elle. Et puis je pense qu'après, au niveau du contact, des fois, c'est peut-être plus facile de discuter. Voilà. Et puis l'accompagner aux toilettes, par exemple. Voilà, c'est des petits trucs, qui aident pas mal au niveau de l'interpellation. Avant d'être incarcérée, la jeune femme va être entendue par un officier de police. Nelly l'escorte. On va monter dans le bureau de nos collègues que vous avez vus tout à l'heure. Pas de menottes, tout en douceur. Vous n'avez pas fait attention? Elle était gentille avec vous, la dame, non? Quand même. Hein? C'est mieux que ce soit une femme qui vienne vous voir quand même qu'un homme? Vous préférez quand même que ce soit une femme qui vienne? Un homme n'a pas le droit, par exemple, de me fouiller. Ouais. Mais c'est quand même mieux que ce soit une femme? Ou... Ouais. Je suis beaucoup plus sympa que mes collègues masculins, quand même. Ouais, un homme n'a pas c'est le vrai, droit. Nelly essaie de détendre l'atmosphère. Et vous essayez là, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez qu'on prévienne quelqu'un? Ma fille à 13h, parce que... Votre fille, donnez-nous le numéro, on va la prévenir, votre fille. Si toutefois vous devez partir en prison, il y a quelqu'un pour s'occuper de votre fille. S'il n'y a personne, elle va aller en foyer, votre fille. Dans le récit de la jeune femme, beaucoup d'incohérences. Votre situation, madame, vous êtes veuve? Oui. Célibataire pour l'instant? Ouais. Avec un enfant à charge? Ouais. 14 ans. Elle est où à l'école? En réalité, la femme ne s'occuperait plus de sa fille qui a quitté le domicile. Je ne travaille plus à cause de ma maladie. Vous avez l'allocation adulte handicapé? Nelly a de plus en plus de mal à s'apitoyer. Elle s'est endurcie avec le temps. Au début, j'avais tendance à croire un petit peu plus les gens, à compatir. On perd beaucoup en naïveté et au niveau des histoires, on est un peu plus aguerri pour savoir quand c'est des histoires qui sont complètement abracadabrantes comme la sienne. Vous allez l'atteindre tout à l'heure à la fouille. Mettez-le dans votre... Avant son transfert en maison d'arrêt, Nelly conduit la femme au dépôt. Et c'est votre sac, là. On va faire le détail après. Ça me fait mal, je pense que ma fille m'a fait là. Vous avez éteint votre téléphone. À la BAC, pour être bien dans ses baskets, il faut varier les missions, se défouler avant de rentrer à la maison. Au sous-sol, Nelly commence un autre entraînement.
Une séance de tir. Pour ne pas perdre la main, Nelly tire 6 fois par an. Face à la cible. La cartouche qui était déjà à l'intérieur. Pourquoi elle est toujours là, cette cartouche? Il en reste toujours. Parce que mon arme est toujours chambrée, en fait. Quand on sort sur la voie publique, mon arme est toujours chargée et j'ai toujours une cartouche qui est chambrée dans mon arme. Prête à tirer. Mon arme est prête à faire feu. Je n'ai pas besoin de retirer la culasse. En dégainant, mieux vaut avoir le geste sûr. Je vous montre le parcours. Oui. Pour le visualiser. Le moniteur de tir, c'est Laurent, le chef de groupe. On le fait, on le fera chronométrer. On sort son arme, on se met au sol. Là, costal, donc sur le côté, jambes écartées. Et là, on engage 2 cartouches. Le parcours se fait en un temps limité. Jusqu'à l'abrio. Là, on se protège. 2 cartouches à droite, main forte. La difficulté, loger 16 balles dans 5 cibles différentes. Au coup de sifflet, c'est parti. Nelly se lance. Debout, couché ou genou à terre, il faut viser au plus près des organes vitaux. Tout compte, la souplesse, la vitesse. Mais aussi la précision dans l'action. 14 sur 16, c'est bien. Avec le chrono, fallait le faire en moins de 50 secondes, c'est pas mal. Comme la majorité des femmes, Nelly n'est pas fan des armes à feu. Mais elle ne veut pas être un handicap. J'ai un petit côté féministe oui, je revendique ma féminité, mais par contre, j'aime être l'égale de mes collègues sur le terrain et je me sens aussi bien acceptée comme mes collègues masculins et je pense qu'ils ont confiance en moi. Donc pour moi, c'est vraiment le principal, c'est d'être acceptée comme un homme. Moi, le but est atteint, en fait. Il est 13h, c'est la fin du service. Le dimanche, c'est le jour du repas de famille. Séparée, Nelly a laissé ses enfants chez leur papa. Salut. La jeune femme a changé de look. La femme, maman est là? Ouais. Christine est fière du travail de sa fille, mais elle a quelques arrière-pensées. Bon, à part ce côté un peu de danger, un petit peu latent, disons. Qui vous fait peur un peu de temps? Un petit peu. Alors bon, il faut pas y penser, c'est sûr. Mais quand on entend quelquefois à la télé, voilà, quand il y a eu des accidents, surtout pour les femmes, donc ça me remet un petit peu ça dans la tête. Et là, vous l'appelez de temps en temps pour lui dire? Vous passez un petit coup de fil quand vous voyez des choses comme ça? Non, jamais, non. Alors quand on se voit, je peux lui dire, tiens, j'ai vu ça à la télé, qu'est-ce que tu en penses? Mais non, je lui parle jamais de ça. Si, je lui dis souvent, mets ton gilet par balle. Je le mets. Je sais. Hein. Puis l'actualité fait que de temps en temps, ça nous rappelle qu'on fait un métier dangereux. Hein. De toute façon, la routine tue. Hein. Nelly a déjà perdu son jeune frère. Sur son travail, elle en dit le moins possible. Que très beau. Des trucs plutôt marrants, des anecdotes, voilà, des choses qui nous a... Oui, j'imite un petit peu de temps en temps des situations, donc ça les fait rire, voilà. Mais je raconte, en fait, je sais ce que je peux raconter, et d'autres trucs qui peuvent les inquiéter, je raconte pas. Sa vocation, Nelly ne l'a pas choisie tout de suite. À cette époque-là, est-ce qu'on aurait pu imaginer qu'elle devienne policière? Non, pas du tout. Non, pas du tout, vraiment. Qu'est-ce qu'elle vous disait? Elle disait quoi, éventuellement comme métier? Comme beaucoup de petites filles, institutrices, coiffeuses, voilà. À un moment donné, si que tu étais plus grande, hôtesse de l'air, écrivain aussi. Ah bon? Elle allait visiter aussi. La révélation, elle l'a eue pendant sa fac de droit, lors d'un voyage aux États-Unis. Et quand j'étais allée aux États-Unis, donc j'étais déjà dans la police, là, c'était ma première année, j'étais stagiaire. Donc j'ai eu un très bon accueil des policiers américains. Ils sont quand même plutôt bien vus, les policiers américains. Voilà. Et quand ils descendent de la voiture, déjà, on n'a pas envie de rigoler et commencer à faire de l'humour, quoi. C'est pas le genre d'humour qu'ils apprécient. Alors qu'ici, ils sont un peu moins respectueux de l'uniforme qu'aux États-Unis? Peut-être un peu moins, oui. Mais les Américains sont très patriotiques, ils aiment beaucoup leur police, leur armée. J'avais trouvé ça vraiment différent, quoi. Nelly a parfois du mal à accepter le désamour des Français pour leur police.
Dans les Pyrénées-Orientales, la femme du randonneur n'a toujours pas de nouvelles. Le PGHM a engagé des recherches. Vérane va être déposée sur une arête pour rechercher la victime. Ok, je vais à droite. À droite, c'est ouvert. Verrouillé, je récupère mon crochet. Le treuil est déjà armé. Tous les gestes de l'élite-rayeur sont millimétrés. Ok, elle est sécurisée. Elle approche près de la porte. Ouais, attends, je bascule juste là. Ouais. C'est bon. La montagne est presque à portée de main. L'hélicoptère frôle les versants. Il y a beaucoup de vent, ce qui rend les manœuvres difficiles. Appuie légèrement à gauche, 2 mètres sur la gauche. Ouais, ok, 50 mètres dans l'axe. 30 mètres. 20 mètres. 10 mètres. 5 mètres. Ok, au sol, impeccable. Elle me défait le crochet. Vérane et son collègue sont abandonnés sur l'arête. Il faut franchir cet obstacle avant d'arriver sur un terrain plus praticable, sur les traces du randonneur. Premier réflexe, sortir son smartphone. Avec son GPS, Vérane visualise la zone à ratisser. Là, je le vois. Alex de Syrie en direct. Plusieurs groupes de recherche sont reliés par talkie-walkie. Ouais, on te voit. Hein. Vérane et son collègue refont l'itinéraire du montagnard. L'homme n'a pas fait le parcours habituel. Allez, ils sont arrêtés là. Une équipe est déjà sur les lieux. L'homme a fait un choix fatal. Un gendarme est auprès de lui en contrebas. Il a déjà posé un linceul sur le corps. Là, il est à la droite ou à la gauche. L'homme a fait une chute de 400 mètres. Le corps sera héliporté jusqu'au col le plus proche. Les pompes funèbres prendront le relais. Retour au PGHM. Me recontacter pour que je refasse un point de situation au PROC. Les formalités du décès sont en cours. À la demande du PROC, il faudrait audition de l'ami de la victime et de sa femme. Sauveteur, mais surtout gendarme. Il faut ouvrir une enquête sur les circonstances du décès. Vérane est déçu, même si l'homme n'a pas respecté les consignes de sécurité en partant seul. Impossible de faire le gendarme jusque dans la montagne. Les accidents, ils arrivent malheureusement. On pourra rien y faire, même si comme sur la route. Hein. Il y a un règlement, mais ça n'empêche pas les accidents. La montagne, c'est vraiment un espace de loisirs et de liberté. Et il ne faut pas y mettre trop de règles non plus. Je pense que les gens qui y vont par passion, d'eux-mêmes respectent les consignes et font ce qu'il faut pour la préserver. Et se préserver eux-mêmes. La montagne, c'est elle la patronne, hein, finalement, à la fin. Vérane n'a rien pu faire. Malgré son pédigré, la jeune femme doute encore de ses capacités. Alexandre, son compagnon, a une explication. Ça, c'est le propre de tous les gens qui sont très forts, c'est qu'ils ont toujours un doute quelque part, et tant que c'est pas parfait, pour eux, c'est nul. Donc ça les oblige à être vraiment pointilleux, et c'est ce qu'elle fait au jour le jour. Ouais, moi je suis fan, je suis pas objectif. Dans un instant dans Révélation, vous verrez comment Vérane assure la sécurité des autres gendarmes. Quand on va sauver les gens, c'est un travail d'équipe. Au PGHM, Vérane assure la sécurité d'autres gendarmes. Le ciel est bas dans la petite station de ski des Pyrénées. Les gendarmes du PGHM sont venus former un groupe de militaires. Transmettre son savoir, c'est aussi le rôle de Vérane. Défaire les nœuds et la relever. On dit qu'on la love. Donc on va monter 50 mètres de dénivelé. C'est le major Place qui va commander les cordées. Entre
le sommet qu'on voit là. Voilà. On va aller là. Des fois ça marche. L'examen du jour pour les stagiaires, une course d'arête, une progression sur une ligne de crête. Les stagiaires sont formés pour servir de renfort en cas de recherche à gros effectifs. C'est nickel. Ça se passe bien, ça suit. Les pentes commencent à se raidir. Et là, quand il n'y a pas de brouillard, c'est assez impressionnant là. Sur la partie droite, et là, il y a vraiment une ligne de fuite. Ça descend vraiment. Oh la vache. La grande difficulté aujourd'hui, c'est que le rocher est vraiment très mouillé. Ouais. Donc les stagiaires, ça glisse quoi. Ça glisse. Mais ça fait partie de la montagne. Les passages deviennent de plus en plus périlleux. Vous allez vous mettre là où ça fait un petit peu le pierrier là, avec Des voies très techniques pour ces gendarmes encore novices. Vérane est en charge d'une cordée. La corde, c'est une petite garantie de survie si un des stagiaires dévisse. Encore faut-il qu'elle reste coincée autour d'un rocher. Les stagiaires avancent beaucoup moins vite. Fais gaffe, il y a une pierre qui bouge là. Tu vois celle-là là? Là. Ouais. Celle-là, elle va se barrer. Fais gaffe Christophe, hein, fais gaffe. C'était la seule pierre qui bougeait de l'arête, fais gaffe quand même. Le major essaie de placer des traits d'humour. Sur les arêtes, les gendarmes ne sont pas tout le temps à l'aise. C'est la position de l'otarie. Du lâcher-prise, mais aussi de la prudence. Vérane sait que la course d'arête peut vite basculer. De toute façon, que tu débutes ou que tu sois fort, c'est de toujours vérifier la prise que tu vas prendre. Ouais. Ça permet jamais de prendre une prise qui va bouger, quoi, parce que tu mets en danger toute la cordée. Le PGHM a payé cher les entraînements sur ce genre d'exercice. 3 gendarmes sont morts il y a quelques mois. Un des hommes a glissé et toute la cordée a été emportée. On va poursuivre la progression. Tel un pèlerinage. Les cieux ne sont plus très loin. Le soleil s'est levé. Une fenêtre de tir pour le casse-croûte. Dès l'adolescence, Vérane avait une idée précise de son avenir. Quand j'étais petite, je voulais travailler dehors et que ça soit physique. Le cadre militaire, moi je trouve ça important parce qu'on a un esprit de corps, un esprit de cohésion qu'on n'a peut-être pas ailleurs. On aime bien travailler en équipe. Quand on va sauver des gens, c'est un travail d'équipe. Donc là, c'est important d'avoir cet esprit de corps. Après, en montagne, on est tous à peu près pareils, je pense. On aime partager notre passion, mais on aime bien aussi être tout seul et regarder le paysage et sentir seul. Vérane aime la solitude des grands espaces. Se perdre dans les sentiers et dans ses pensées. La jeune femme a réussi un vrai tour de force. Réunir dans sa montagne son travail, ses amours et sa passion pour l'extrême. Nelly continue de faire ses rondes de nuit avec la BAC. Sa force, c'est son côté humain. Garder toute sa fraîcheur et du recul, malgré son quotidien. Cécile vit ses derniers mois à la tête de la flottille. Son projet, rejoindre l'état-major et vivre pendant quelques années une vie de famille plus classique. Vérane continue à s'entraîner pour le jour J. Elle attend l'hiver de pied ferme. Dans quelques semaines, elle fera ses premiers sauvetages dans sa nouvelle affectation. Asia est toujours aussi motivée. Elle part pour une nouvelle mission en Pologne. Le point commun de ces femmes d'action, le courage, l'endurance et la sincérité. Elles ont fait un choix et elles l'assument sans rechigner. Leur ambition, déminer le terrain et créer des vocations. Pour que dans ce concert viril, elles puissent faire entendre la voix des femmes.